off là, c'est quoi? C'est pour éteindre l'enregistrement. Ça s'est lancé. Voilà, c'est bon, c'est fait. Ça, tu peux le mettre sur. Et ça, le micro là, on le donnera quand on sera sur le. Ok, celui-ci, on mettra celui-là, du coup. Oui, mais il y a d'autres photos de moi, ça peut être photos plus actuelles. Qu'est-ce que je veux dire je comptais, puisque Madame Ducharme n'est pas là. Charlotte Ducharme n'est pas là. Oui, Jennifer, tu viens. Donc en fonction de comment tu... Il faut qu'on se mette là plutôt sur En cette fonction, side. tu peux y répondre et répondre. Je m'assois là de temps en temps, donc si vous mettez sur le... Ok, donc il faut qu'on se J'ai rapproche. Jennifer, remplacer Madame Ducharme. Bonjour. Un petit moment, c'est pas vu? Oui, Ça va? Ouais, très bien. du coup je me mets où là? Ici, Là, oui. ici et Olivier. Comme vous voulez, vous pouvez même rapprocher les deux fauteuils, voilà. Le téléphone est bien éteint. Après le choix du micro, Oui, c'est bien vous éteint. avez celui-là, vous avez celui-là, et pour les questions ensuite, je le récupérerai pour remonter 45 minutes. D'accord. Oui. Ah oui, c'est Oui, ça va aller, merci. J'étais optimiste, hein. Merci. Non, c'est bon, enfin, ça a l'air d'aller, hein. J'entends le son, ça a l'air à peu près clair. Hein. Ah, vous m'entendez bien là? Oui, c'est oui. Bonjour à tous et toutes. Bonjour aux enfants aussi. Je m'appelle Michel Guillou, et en principe, vous voyez la photo qui est à droite, c'est une photo quand j'avais 25 ans, vous imaginez. Je ne sais pas où ils sont allés chercher ça. Pardonnez-moi, je ne suis pas responsable de la communication. Avec moi sur cette table ronde, donc, alors, Madame Ducharme, Charlotte Ducharme n'est pas là, elle est absente, elle a des petits problèmes de santé qui font qu'elle est finalement indisponible. Donc je vais demander à mon amie Jennifer Elba, qui se trouve ici, qui va se présenter après, parce qu'il y a plein de choses derrière, vous voyez, de chaque personne, qui se présentera après, de suppléer son absence.
Madame Pémira, Anne Pémira, qui, bon, je pense que le mieux, ce sera effectivement que vous présentiez toute seule. Hein, ça, c'est parce que. Et puis Olivier, alors, je t'appelle Olivier Gérard, mais j'ai vu qu'il y a un autre nom à côté, c'est Olivier Gérard, c'est bon? Ouais. Bon, André Gérard. André Gérard ou André Gérard. André Gérard. Des noms pour un peu pouvoir dire des bêtises avec moi et des trucs plus sérieux. Voilà, c'est ça. Question de gestion de l'anonymat et du pseudonymat. J'ai une confusion. Alors, le titre de cette table ronde, de nos échanges, parce on échangera tout à l'heure, si vous en êtes d'accord, je l'ai appelé parce qu'on m'avait suggéré de venir, moi, animer une table ronde qui s'appelait Mon enfant et les écrans. Alors, les écrans, moi, j'en ai jusque-là, et même plus que ça, hein, qu'on réduise ce que font les enfants et ce que font les élèves aussi à l'école, par exemple, mais ce que font les enfants en général, qu'on réduise ça à la dimension de ce petit machin-là rectangulaire, parce que c'est ça, l'écran, hein, c'est rien d'autre que ça. Ça n'a pas le moindre sens, quoi. Et c'est tout un microcosme, même un macrocosme d'outils, de ressources, d'interactions, de contextes qui sont mis en jeu dans ce que font effectivement les enfants avec les outils, les ressources, avec l'ensemble de ces artefacts en quelque sorte. Et donc les réduire aux écrans, ça me semble un propos extrêmement réducteur, et je vous avoue que moi, je sature. Donc j'ai demandé qu'on appelle ça les mondes numériques, que tout le monde comprend finalement. Hein, je pense que c'est assez clair comme ça. Les mondes numériques, ce sont ceux dans lesquels baignent effectivement la plupart de nos enfants. Madame Bémira nous dira tout à l'heure pourquoi on peut essayer de les débrancher. Moi, j'y crois pas trop, mais bon, on pourra essayer. Hein. Donc voilà quel est le sujet. J'ai proposé de faire ça en trois temps, si ça vous convient. D'abord, essayer de comprendre un peu quelles sont les opportunités extraordinaires de ce monde numérique. En quoi est-ce que l'émergence de l'Internet et des mondes numériques, et du numérique en général, est porteur de bienfaits, d'opportunités, de chances. On allait chercher très loin pour s'en rendre compte. Hein. Pensez par exemple à la disponibilité incroyable des connaissances et des savoirs sur un simple outil comme Wikipédia, par exemple. C'est une chance inouïe, hein. Critiquable, certes, hein, comme toute source d'information, mais c'est une chance incroyable. Pensez par exemple à la disponibilité de certains jeux vidéo qui sont capables de nous confronter à des interactions sociales, par exemple. Qui mettent en jeu une réflexion, qui mettent en jeu l'apprentissage de connaissances et de compétences. Et puis bien d'autres. Hein. On va en parler ensemble, si vous voulez bien. Dans un deuxième temps, on essaiera de parler quelles sont les limites, hein, alors j'aime pas ce mot de danger, mais en tout cas, quelles sont les précautions, la vigilance qu'on devra exercer. Enfin, on parlera de votre rôle à vous, parents, puisque c'est bien ça le sujet. C'est comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux ce que font vos enfants avec ces mondes numériques. Alors sur la question des opportunités, des chances, des heureuses rencontres, est-ce que vous avez les uns et les autres des choses qui vous viennent en tête et puis sur lesquelles on pourrait réfléchir ensemble? Olivier, commence par exemple. Alors je vais peut-être rapidement me présenter. Donc je suis Olivier Gérard, donc je suis responsable du pôle médias et usage numérique à l'UNAF qui est l'Union nationale des associations familiales. Et donc on accompagne les parents à mieux comprendre et à mieux profiter de ces outils. Et j'ai on a notamment développé une action qui s'appelle, alors Michel, désolé, Mon enfant et les écrans. Aïe. On va peut-être changer lundi, on va l'appeler Mon enfant et les mondes numériques. Et on essaye d'apporter un certain nombre de conseils et de compréhension de ces univers numériques, parce que même si on appelle Mon enfant et les écrans, on va bien au-delà des questions des écrans. Moi, le mot qui m'est venu à l'esprit sur cette question-là, c'est aussi opportunité, échange, partage, et c'est aussi le mot épanouissement. Je pense que ces outils numériques sont aussi pour les enfants, pour les parents, pour chacun d'entre nous, de fantastiques leviers d'épanouissement, à condition évidemment qu'on soit en capacité de bien les utiliser, de l'utiliser aussi de manière adaptée en fonction de l'âge de l'enfant. Il y a évidemment des usages qui vont épanouir l'enfant lorsqu'il est très jeune, et puis d'autres usages qui sont probablement à éviter
pour ne pas dire interdire, lorsqu'il est en bas âge. Donc cette notion d'épanouissement me semble importante. Il y a aussi, et tu as parlé par exemple du jeu vidéo, faut pas oublier que beaucoup de pratiques ou d'usages numériques sont aussi des outils qui vont finalement permettre de se procurer du plaisir. Épanouissement, plaisir, ça me paraît aussi important. Il faut toujours le garder en tête lorsqu'on est sur ces questions-là, parce que ce qui va guider aussi souvent l'enfant, et nous-mêmes d'ailleurs, n'oublions pas que nous sommes aussi de très grands consommateurs d'écrans, d'outils numériques. C'est aussi parfois et avant tout la recherche du plaisir. Tu parlais du potentiel formidable des jeux vidéo. Première raison pour laquelle on utilise les jeux vidéo, d'abord c'est parce qu'on a envie de jouer, et quand on a envie de jouer, c'est souvent parce qu'on recherche du plaisir. Donc ça, c'est quand même des aspects importants. Pardonne-moi, du coup, le plaisir, il n'est pas seulement personnel, il est aussi avec les autres. Là, le plaisir, il est dans le partage, souvent. Il est dans le partage, il est parfois dans la coopération, dans l'échange, dans l'interaction, dans l'interactivité avec d'autres personnes, avec pourquoi pas aussi demain des intelligences numériques. Donc on peut imaginer tout un potentiel de ces outils-là, vraiment pour nous permettre un épanouissement, nous permettre ce plaisir. Et puis évidemment, il y a aussi des aspects importants, mais je vais pas être trop long, toutes les compétences et des apprentissages qui sont facilités, ou en tout cas qui peuvent permettre d'acquérir un certain nombre de compétences et d'apprentissages en imaginant d'autres formes d'accès à ces apprentissages. Tu parlais de Wikipédia, évidemment c'est celui auquel on pense, mais il y en a bien d'autres. Il y a aussi une dimension extrêmement importante qui est la dimension psychologique qu'on peut retrouver derrière ces outils-là. Par exemple, on sait comment un certain nombre de pratiques numériques vont aussi favoriser l'estime de soi, la confiance en soi, parce qu'il va y avoir du plaisir, de la créativité, de l'échange, une reconnaissance, une valorisation de ce que l'on fait. Et donc ça va être pour tous, pour chacun d'entre nous aussi, une manière de prendre confiance en nous, de se découvrir, d'expérimenter. Donc le potentiel est immense. Et puis dernier point, à ne pas oublier, la dimension, et ça rejoint l'interaction, la dimension sociale que peuvent créer ces outils numériques. Ce sont aussi des leviers de lien social, de création de liens sociaux, mais aussi de transmission de valeurs. Lorsque vous êtes... alors, sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est apprendre à être avec l'autre. Donc c'est aussi une manière d'aborder la question de vivre ensemble, la question du respect de soi, du respect de l'autre. Tout un ensemble d'éléments qu'on peut aussi développer à travers les outils numériques, à condition évidemment que ces pratiques soient équilibrées, adaptées et accompagnées par les parents pour les plus jeunes. Voilà, rapidement. Merci beaucoup, Anne. C'est votre avis aussi. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques secondes et puis me dire ce que vous pensez de ce que vient de nous annoncer comme promesse votre comparse? Ça marche, je crois. Oui. Je voudrais me présenter aussi oui, je vous en prie. Rapidement. Si, il marche. Ah, il ne marche pas très bien. Sinon, vous m'entendez? Il a l'air de clignoter. Ah, d'accord. Ouais. Il a l'air de clignoter, là. Anne Pémira, je suis auteure et coach parental. Je suis aussi dirigeante de Calmer Parenting. Donc, l'objectif est d'accompagner les parents, de les aider à avoir une vie de famille qui soit plus sereine, plus heureuse avec leurs enfants. Donc ça fait 10 ans que j'exerce. Auparavant, je travaillais en entreprise. Et c'est quand ces sujets de parentalité se sont présentés à moi en tant que maman, quand j'ai réalisé que mes enfants n'étaient pas nés avec le mode d'emploi, que je me suis intéressée à toutes ces questions. Et que passionnée par le sujet, j'ai décidé de passer du monde de l'entreprise, la grande entreprise, à la petite entreprise que j'ai créée pour pouvoir, à mon tour, accompagner les parents. Donc je le fais autour d'une approche qui s'appelle Calmer Parenting, qui a un certain nombre d'outils et de techniques pour aider, faciliter le quotidien avec les enfants. Donc ça fait 10 ans maintenant que j'exerce. J'ai écrit donc plusieurs livres, dont un effectivement que vous avez mentionné, Débrancher vos enfants. Alors, peut-être qu'on en parlera un peu plus. On en parlera tout à l'heure, non? Oui, parce qu'il y a des choses là-dedans peut-être qui devront être. Oui, partagées. je reparlerai bien sûr. Effectivement, la question derrière, c'est comment arriver à éliminer ces moments de tension où les enfants sont bien, comme vous disiez Olivier, dans ce qu'ils font. Il y a plein de choses intéressantes, il y a plein de possibilités, mais au moment d'arrêter, je pense que si vous êtes parent, vous savez que ça crée d'énormes tensions. Donc voilà, c'est faciliter ça, c'est justement mon objectif, c'est
de permettre aux enfants de profiter de tous ces mondes numériques, de profiter de tout ça sans que ça nuise à la vie de famille. Parce que très souvent, en tout cas, c'est ce que me disent les parents que je vois, que j'accompagne depuis maintenant plusieurs années, que finalement, c'est ces moments de tension qui pèsent énormément sur la vie de famille et qui rendent finalement les écrans un peu compliqués. Alors, excusez-moi pour le mot écran, ou en tout cas, les activités que les enfants peuvent faire, les jeux, les recherches, etc., ça devient compliqué parce qu'il y a ce moment où il faut arrêter, les enfants n'ont pas envie. Voilà, donc c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, qu'effectivement, il y a tellement de possibilités, c'est infini, c'est d'une richesse incroyable. Le plus dur, et c'est le challenge, c'est de trier cette information, c'est de trouver celle qui va être pertinente pour mes enfants en fonction de son âge, en fonction de ses centres d'intérêt. Et c'est là où, justement, comme moi j'accompagne les parents, c'est là où les parents ont justement un peu ce rôle à jouer de rechercher l'info, de trouver ce qui va pouvoir correspondre à son enfant à un âge donné. Moi, je trouve que c'est aussi un formidable outil pour rester en contact, communiquer avec les enfants. Moi, je vois avec des enfants un petit peu plus grands, ceux qui ont déjà leurs outils, qui ont déjà leur téléphone, pouvoir leur envoyer un petit texto le matin une fois qu'ils sont partis pour leur dire « Ah ben dis donc, ce matin, tu es parti à l'heure, j'ai même pas eu besoin de te signaler que c'était l'heure de partir, bravo ». Je pense que c'est aussi un outil justement pour rester en contact, pour être justement un parent bienveillant, attentif, et donc on peut profiter aussi de ça. Ensuite, je pense que c'est un outil aussi pour moi de transmission et de partage, puisque, alors, je vais prendre un exemple, après il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais par exemple, en tant qu'adulte, il peut y avoir un certain nombre de films qu'on a adorés, qu'on a envie de montrer à ses enfants, et du coup, c'est aussi l'occasion de les regarder ensemble, de partager des moments ensemble. Ça peut être des jeux aussi, qu'on aime bien soi-même. Et donc, c'est aussi l'occasion de trouver ce que nous, on aime en tant qu'adultes et de le transmettre à ses enfants. Moi, par exemple, j'aime bien les vieux films, je sais pas, des années 70. J'adore montrer ça à mes enfants. Alors, de temps en temps, je ne dis pas qu'ils veulent regarder ça chaque week-end, mais voilà, ça fait partie des choses que j'aime leur transmettre. Voilà, pour moi, c'est en plus de ce que vous avez dit, on pourrait en parler de toute façon indéfiniment, tellement il y en a, on va continuer à le faire. Oui. Mais effectivement, je pense que c'est important de bien voir tous ces aspects positifs pour pouvoir justement en bénéficier, en faire bénéficier ses enfants, en profiter soi-même, voilà, tout en gardant une harmonie à la maison. Jennifer, on se tutoie parce que je la connais depuis longtemps, Jennifer. Jennifer, elle est maman, elle a 2 petits-enfants qui sont là d'ailleurs, qui sont en train de... Sur un atelier en ce moment, c'est ça? Ils sont à côté en fait. Voilà. Ils font des badges. Bon. Et donc tu penses que c'est bien, toi, le samedi après-midi, de les emmener dans une manifestation comme celle-là? Oui, depuis qu'ils sont tout petits, ils font la tournée. Présente-toi d'abord. Pardon. Si ça marche, hein? Là, non, ça a marché. Non. On va utiliser le micro de l'UNESCO. Donc je m'appelle Jennifer Elbaz. Entre autres, je gère une société qui s'appelle BrainPop. On fait des contenus numériques éducatifs. Ça veut dire qu'on fait des vidéos animées qui vont expliquer aux enfants les sciences, mathématiques, technologies, l'anglais, etc. Je connais bien Michel parce qu'en fait, on est à l'ANAE tous les deux. Oui. L'ANAE qui est l'Association nationale des acteurs de l'école. Oui. Et on porte un média qui s'appelle Educavox, sur lequel on partage des actualités du monde de l'éducation, des analyses. On fait, je vous invite à aller voir ce qui se passe sur Educavox. Educavox. Et donc, alors mes petites convictions professionnelles et personnelles, je pense qu'en tant que parent, on a une obligation légale de prendre soin de nos enfants. On a une obligation et un droit et un devoir de les amener vers la citoyenneté, parce que nos enfants sont déjà des citoyens et vont devenir des citoyens autonomes dans notre société. Et je pense que les mondes numériques peuvent permettre aux enfants de se connecter les uns aux autres, au-delà de ce qui aurait été leur destin, entre guillemets, de départ, de nouer des liens avec d'autres personnes, avec des organisations, et de participer pleinement à la société qui est la leur aujourd'hui, qui sera encore plus la leur demain, quand ils seront beaucoup plus indépendants. Et il me semble que notre devoir de parents, comme on l'a dans la vraie vie, c'est de les accompagner dans leur navigation du monde, réel et virtuel, entre guillemets, mais enfin, le virtuel a bien des répercussions sur le réel. Et je pense que notre métier premier de parents,
c'est vraiment de leur apprendre à valider leurs sources. Quand on trouve quelque chose sur Internet, c'est qui me parle, pourquoi et comment. Mais comme on le ferait dans la vraie vie, on apprend aux enfants à dire bonjour, merci, au revoir, s'il te plaît, ce sont des règles de bienséance. Et bien, je pense Mais que ça, sur Internet, c'était c'est la pareil. troisième partie, ça. Ah, pardon. Mon enfant et les mondes numériques, pour moi, ça se résume beaucoup à ça. Oui, oui. Ben, on en parlera tout à l'heure, hein, que de la manière dont tu t'y prends toi en particulier. On va avancer. Anne, vous avez tout à l'heure évoqué... tu avais fini sur ce sujet, Jennifer. Jennifer, tu avais fini, tu avais terminé. Alors, juste... Oui, vas-y. Donc, l'ANAE est membre d'un collectif à la CNIL qui s'appelle Educnum, dont Olivier également fait partie. En fait, le collectif Educnum, initié par la CNIL, veut justement rassembler des initiatives associatives et de fondations qui font une promotion positive de l'Internet, en fait, des mondes numériques. Et à ce titre-là, on a mené un groupe de travail pour les parents, enfin autour de la parentalité, et on s'est aperçu que sur l'ensemble du territoire, il y a une inégalité incroyable sur l'accès aux ressources et surtout l'accès à la connaissance des ressources. Et il se trouve que les autorités se sont rendues compte de cela, et sur les territoires, on voit des propositions émerger pour rassembler les parents, comme, vous voyez cette initiative ici, qui est initiée par le territoire, par les collectivités. Eh bien, il y en a plein partout sur le territoire. Et la question, c'est, vous qui êtes venus, est-ce que, au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous êtes au courant de ce que font vos politiques sur votre territoire pour ça? Eh bien, je suis sûre qu'ils font des trucs, mais vous ne le savez pas encore. Alors, Anne, vous avez évoqué tout à l'heure des tensions que je veux bien comprendre. Je sais pour avoir aussi des amis qui ont des enfants. Moi, les miens, ils sont grands depuis longtemps. Mais j'ai aussi de petits-enfants, donc je sais quelles sont ces tensions au jour le jour. Voilà. Est-ce qu'on peut en faire le tour de ces tensions? Parce qu'elles sont nombreuses, elles sont différentes, elles sont plurielles. Et puis, sans doute, elles trouveront des solutions, mais on parlera tout à l'heure des solutions qui seront différentes elles aussi. Votre avis là-dessus? Alors, moi, le constat que je fais pour avoir quand même accompagné beaucoup de parents, c'est que un enfant, enfin, alors je cherche mes mots parce que comme on ne dit pas écran et que j'ai l'habitude effectivement de l'utiliser pour... moi, ça me va, hein, si tout le monde comprend écran, mais moi, je souhaite simplement que quand un enfant est sur un jeu, sur... une vidéo, un réseau social, qui fait quelque chose où effectivement il a un support, une tablette, un téléphone. Oui, justement, c'est ça l'intérêt, c'est que ce ne sont pas les mêmes choses. Tout ça, non, c'est pas la même chose. Pas les mêmes contextes. Mais la réaction est très proche. C'est-à-dire que la réaction de l'enfant est exacerbée par la présence de cet outil et par l'absorption, effectivement, que l'enfant est relativement absorbé par sa vidéo, son réseau social, etc. Il y a une attention qui est particulière par rapport à d'autres choses comme lire une BD ou jouer au Lego. Et ce que les parents me disent, ce que je vois, c'est qu'effectivement, demander à un enfant d'aller prendre son bain s'il est en train de jouer au Lego, eh ben, on n'aura pas la même réaction que si je lui demande d'aller prendre son bain alors qu'il est en train de regarder un dessin animé. Même si on peut dire, dans un cas comme dans d'autres, il n'a pas fini. Il n'a pas fini sa tour de Lego, il n'a pas fini son dessin animé. Dans le cas du dessin animé, la réaction sera plus forte, plus intense, plus difficile à gérer pour le parent. Et c'est là où, en fait, je trouve que ça rajoute une difficulté. Alors, moi, mon point de vue, c'est de dire, on va essayer d'aider les parents à gérer ça pour ne pas supprimer effectivement tout ça, parce qu'il y a plein de choses que les enfants aiment faire, comme vous disiez, c'est ludique, c'est sympa, ils ont plaisir à le faire. Mais d'un autre côté, c'est dommage que ça amène autant de tensions à la maison. Voilà. Et donc, c'est là-dessus, effectivement, pour moi, quand on reprend votre deuxième question, qui dit c'est quoi un peu les difficultés, les écueils, etc., mais pour moi, c'est ça, en tout cas, dans le cadre de la famille et pour des parents qui, à nouveau, veulent à la fois faire profiter leurs enfants de tous ces mondes numériques et d'un autre côté, ont aussi le quotidien à gérer, le bain, les repas, les devoirs, le sport, etc. Olivier, est-ce qu'il y a une offre? On en a repéré d'autres? Alors oui, effectivement, il y a celui-là de la gestion des tensions et de la gestion de l'arrêt qui renvoie quand même à finalement les problématiques que nous qu'on a identifiées. Il y a d'abord celle du temps passé, de la pratique excessive, de la capacité de l'enfant à s'arrêter lui-même, et parfois de la difficulté pour les parents à savoir dire stop. Alors c'est d'autant plus difficile qu'il faut quand même qu'on se rappelle quelque chose entre nous, c'est que on est nous-mêmes pris dans cette même difficulté. C'est qu'on est nous-mêmes souvent utilisateurs
très important de ces écrans, de ces outils. Et parfois, la situation que tu évoquais, c'est difficile de dire à un enfant de venir prendre son bain lorsqu'il est avec sa tablette. Et ce serait peut-être plus simple s'il est en train de faire sa tour de Lego. Mais c'est encore plus compliqué lorsque vous venez dire à l'enfant de prendre son bain et d'arrêter sa tablette, alors que vous avez votre téléphone portable dans la main en train de faire quelque chose. Et c'est quand même des situations qu'on constate aussi au sein des familles. C'est cette image que peuvent donner parfois les adultes dans leur rapport aux outils numériques qui vont eux-mêmes être de grands utilisateurs et à qui ils espèrent peut-être convaincre leur enfant d'arrêter ces pratiques, alors même qu'eux sont en train de les faire. Donc cette exemplarité, ce rôle extrêmement important des parents, qui n'est pas toujours réalisé au sein des familles, explique aussi cette difficulté. Le deuxième aspect que nous on a repéré, c'est justement cette diversité que j'évoquais tout à l'heure, qui est à la fois source formidable de possibilités, mais dont on voit bien que l'effet et les conséquences sur les enfants ne sont pas les mêmes en fonction de l'âge de l'enfant, et ça c'est un aspect extrêmement important, c'est-à-dire la nécessité vraiment et le point de vigilance à avoir, c'est que les pratiques de l'enfant, que les pratiques numériques de l'enfant doivent être adaptées aussi à l'enfant. Alors, adaptées à son âge, adaptées à sa maturité, adaptées à sa sensibilité, adaptées à ce qu'il est. Et là, encore une fois, on voit que les parents ont un rôle essentiel à jouer. Nous, on peut toujours donner conseil, tous les uns les autres, les acteurs, quels qu'ils soient, que l'on soit du milieu associatif, de l'éducation nationale, des médecins, etc. On peut donner des conseils. Mais il y a un moment, un aspect extrêmement important, c'est que l'enfant, les parents, c'est ceux qui le connaissent le mieux, l'enfant, qui savent à partir de quand l'enfant peut avoir telle ou telle pratique, quelle est sa sensibilité, qu'est-ce qui va peut-être le perturber, sur quoi il va bloquer. Et ça, c'est un rôle extrêmement important des parents qui, malheureusement, n'est pas toujours mis en place. Donc cette question de pratique excessive, premier point. Deuxième point, cette question, je dirais, des usages ou des pratiques, des contenus qui peuvent voir également, qui doivent être des points de vigilance extrêmement importants. Et puis, cette exemplarité que nous n'avons pas suffisamment en tant que parents et qui, moi, me paraît absolument essentielle pour que le message puisse passer avec l'enfant, en tout cas lorsqu'il s'agit de finalement créer un cadre, un bien-être pour l'enfant, qu'il puisse profiter de ces outils-là. Ça suppose aussi qu'il ne voit pas face à lui des parents qui, eux, ont un rapport aux écrans ou au numérique complètement incontrôlé ou non maîtrisé. Jennifer, vous vouliez dire compléter, Anne, allez-y, je vous en prie si vous vouliez le faire. Non, vous vouliez... Oui, si, je voulais juste, dans les difficultés que vous évoquiez effectivement au quotidien, je pense qu'il y a aussi une chose que je voudrais mentionner, c'est les devoirs. Parce que c'est vrai que quand les enfants, par exemple, font leurs devoirs et en même temps ont un écran allumé, leur téléphone, ou écoutent même de la musique, ou même s'ils disent qu'ils écoutent de la musique, il y a la petite vidéo qui passe, ils jettent un coup d'œil, en fait, ça va impacter aussi le temps qui passe sur les devoirs, ou même parfois la qualité des devoirs, parce qu'on est moins concentré quand on est aussi en train de faire autre chose, quoi que ce soit. Donc je pense que ça, c'est une autre difficulté que les parents peuvent rencontrer. Et effectivement, après, j'abonde dans le même sens, qui est de dire qu'Olivier, qui est de dire qu'effectivement, la présence d'écran de part et d'autre, moi j'aime bien dire, ça fait écran. C'est-à-dire qu'en fait, les parents sont occupés sur leur téléphone, les enfants font quelque chose, et finalement, il y a peu de dialogue. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est aussi important à conserver quand on cherche un équilibre à la maison, c'est de garder du temps pour échanger directement entre parents, enfants, les enfants entre eux. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. Et c'est pas à nouveau de dire c'est parce que tout ce qu'on peut faire, les mondes numériques ou autres, il faut savoir les mettre de côté. C'est parce qu'en fait, il faut garder du temps pour autre chose, pour les devoirs, pour discuter, pour sortir, faire de l'activité. Voilà. Et c'est cet équilibre que les parents on va en parler tout à l'heure des bons choix à faire peut-être. Jennifer, sur ce point des difficultés, est-ce que tu as repéré toi, avec tes enfants ou avec ceux des autres, des points supplémentaires à ceux qui ont déjà été évoqués? En fait, il y a une difficulté, je pense, en tant que parents et en tant qu'adultes. On a une friction des temporalités, je pense, par rapport à nos emplois du temps professionnels et personnels. C'est hyper difficile de garder le travail en dehors de la maison, et le téléphone nous permet d'être par exemple, de récupérer les enfants à l'école, mais il faut quand même qu'on regarde les mails, qu'on jette un œil sur ce qui se passe au boulot. Et c'est super difficile de se tenir à ça et de dire non, à un moment donné, c'est la maison et c'est pas le travail.
Donc oui, c'est la pratique parfaite, mais c'est vrai que c'est difficile à tenir dans un quotidien de semaines qui passe super vite, de périodes qui filent. On est déjà au printemps, ça y est, l'année scolaire va se boucler dans 3 mois et hop, c'est réglé, on repart. Non mais c'est vrai. Donc oui, ça c'est super difficile de se tenir en tant que parent à des habitudes un peu rigoureuses finalement par rapport à la vie professionnelle, la vie personnelle. Et puis la difficulté aussi, c'est à partir du moment où je ne choisis plus les contenus pour l'enfant. Déjà, quand je choisis les contenus pour l'enfant, à moi en tant que parent, il y a quand même un boulot de pas forcément aller sur des applications hyper divertissement où on va récupérer les données des enfants, où on va mettre un maximum de publicité. C'est moi en tant que parent me poser la question des contenus qui sont fiables et qui sont de qualité. Donc, pour mes enfants, pour qu'ils apprennent des trucs. Vigilance sur le particulier, sur les contenus, notamment l'utilisation des données personnelles. Et, exactement. Et on rejoint aussi là ce point de difficulté qui est de bah oui, mais en fait, il faut que je fasse tourner une machine, que je fasse la cuisine, que je gère les devoirs, le machin, le truc. On a 52 trucs à faire à la maison en plus du boulot. Donc ça m'arrange bien que pendant 20 minutes, les enfants soient canalisés sur un dessin animé ou je ne sais quoi, sur YouTube ou peu importe. Et ben oui, mais ça a un prix en fait. C'est-à-dire que ça a un prix qui nous coûte super cher pour les enfants. Bon bref, mais c'est difficile, mais ça a un prix quand même. Et puis la deuxième difficulté, c'est oui, là on parle du cadre de la famille, ça crée des tensions au sein de la famille. Mais il y a une autre tension qui nous arrive sur le coin du nez, c'est l'extérieur néfaste entre guillemets qui arrive dans la maison. Quand ça se passe pas bien entre les enfants à l'école, quand il n'y a pas d'écran, ça reste dans la cour de récréation, dans la journée de l'école et puis c'est tout. À partir du moment où il y a un réseau social, où il y a un appareil personnel, ce qui se passe pas bien dans l'école, ça arrive dans la maison. Et comment est-ce qu'on gère ça ? Eh ben là aussi, il y a plein de mécanismes à mettre en route et je pense que c'est une difficulté des parents que de répondre à ça qu'il n'y avait pas avant. Alors, pratiquement, parlons de choses sérieuses maintenant. Très vite, parce qu'il faut que le temps est limité. Important aussi la question des fratries. Oui. Parce que ça m'y fait. C'est important parce que je vois des enfants d'âge différents. Il y a quand même un effet qui est montré de toutes les études, c'est que cette difficulté-là, ces contraintes-là, ces tensions-là, on arrive parfois un peu mieux, pas trop mal, à les gérer pour le premier enfant. Et souvent, pour le deuxième ou le troisième enfant, c'est beaucoup plus compliqué. On laisse beaucoup plus faire. Ouais. Et en plus, parce qu'il y a aussi une espèce de pression du plus grand qui va aller vers des usages plus intéressants, plus fun, plus sympathiques, mais pas du tout adaptés aux plus jeunes. Alors, et on va avoir tendance à laisser... Puisque tu as le micro, tu vas le garder. Hein. Oui. Est-ce que pour toi, et pour les gens qui sont dans la salle, du coup, parce que ici, il y a des parents qui voudraient bien avoir des réponses maintenant, est-ce qu'il existe une vie familiale possible entre la permissivité que tu évoquais et qui finit par s'installer lorsqu'on a... Hein, et puis l'interdiction pure et simple qui consiste à dire non, c'est terminé, pas de machine ouverte, on n'allume rien du tout. Est-ce qu'il y a un moyen terme, est-ce qu'il y a une vie possible ? J'espère, sinon je ne serai pas là. Je ne sais pas où je serai, mais peut-être pas ici. Oui, il y a une possibilité de trouver ce bon équilibre, ce bien-être numérique qu'on aspire tous, parce que je crois que bien-être numérique et familial. Finalement, cette conciliation des différents temps, y compris des temps numériques, j'espère qu'elle est possible. Moi, je pense que ça passe évidemment, vous l'avez compris, par le rôle fondamental et vraiment les parents doivent s'impliquer dans cet aspect-là de la vie des familles. La difficulté, il y a plusieurs difficultés. D'abord, c'est que c'est quand même arrivé assez vite et nous-mêmes en tant que parents, moi aussi j'ai 2 filles qui ont 7 et 10 ans, 7 et 11 ans, pardon. Et j'ai pas forcément l'expérience et le recul de ma propre expérience à moi. Et donc du coup, tous en tant que parents, il faut quand même se le dire. D'abord, c'est pas facile d'être parent. Facile pour personne. C'est au quotidien des choix à faire, des arbitrages. C'est pas simple, c'est simple pour aucun parent. Et là, il y a quelque chose qui se rajoute. Et il n'y a pas d'autre solution. Il faut y aller. Il faut aller regarder de quoi il s'agit. Il faut essayer de trouver des réponses, trouver comment on peut organiser tout ça. Moi, je ne vais pas vous donner une solution clé en main. Ça n'existe pas. Elle est propre à chaque famille. Elle est propre en fonction de vos propres valeurs aussi, de ce que vous voulez que votre enfant, cette équipe-là, le curseur, on peut le mettre. Évidemment, il ne faut pas qu'il soit
aucun écran, aucun usage numérique, parce que Jennifer l'a dit, c'est leur vie de demain, c'est leur vie d'aujourd'hui. Enfin, empêcher les enfants d'accéder aux écrans, aux outils numériques, ce serait la pire des choses à faire, parce qu'aujourd'hui comme demain, ils ont besoin de ces outils pour être des citoyens simplement. Leur enlever ça, c'est leur enlever une part de citoyenneté. Et pourtant, et l'inverse, évidemment, tout laisser faire, ça ne marche pas. Mais entre les deux, le curseur, on peut le placer vers soit un peu plus, soit un peu moins. C'est aussi vous qui devez trouver ce bon curseur-là. Et moi, je vais être très rapide. Oui. Pour moi, il y a 4 éléments à prendre en compte en essayant d'avoir un mot positif. D'abord, cette question de bienveillance. Oui, il faut être bienveillant auprès de l'enfant, mais il faut aussi créer un cadre de confiance et favoriser quand même l'autonomie de l'enfant. Il ne faut pas vouloir en permanence cadrer ou trop limiter, trop restreindre l'enfant. Il faut aussi leur faire confiance. c'est d'éloigner un petit peu ton micro de ta bouche, parce que voilà, deuxièmement, c'est mieux comme ça. le dialogue et l'écoute. Dialogue et écoute, c'est essentiel, on l'a dit. Je vous donne quand même un chiffre, j'ai essayé de repérer. 75%, ça marche, si. 75% des parents ne parlent pas, ou quasiment jamais, avec leur enfant de ce qu'ils font sur leurs outils numériques. Ça, c'est quand même incroyable. On doit parler avec ses enfants de ce qu'ils font, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont On doit s'y créé. intéresser. C'est absolument essentiel. Pas simplement, 75%, voilà. 3 sur 4. C'est votre avis aussi, Anne? Enfin, vous le direz après, juste. Oui. Troisième élément, et après et c'est en lien avec ça, ce qu'ils font, la créativité, c'est aussi valoriser, vous l'avez dit, il faut aussi valoriser ce qu'ils font. Et on est trop souvent, en tant que parents, le risque qu'on a, c'est d'aller vers uniquement encore sur tes écrans ou des intérêts. Non, il faut valoriser parce que ça n'est simple. Eux, quand ils font ça, c'est pas forcément simple toujours. Ils sont dans un sentiment de plaisir, de créativité, et il faut qu'on le valorise, et de réussite. Oui. Et le troisième élément, c'est aussi stimuler. Et stimuler, ça passe par ce que j'évoquais tout à l'heure, l'exemplarité. Il faut leur montrer aussi quelque part un modèle plutôt positif, et puis faire avec eux aussi, partager des temps avec eux. Il y a le dialogue, il y a l'observation et il y a le partage. Encore une fois, prenons l'exemple des jeux vidéo qui sont par nature des jeux qui doivent se pratiquer ensemble, en famille. Le jeu vidéo, c'est formidable en famille. Des parents qui jouent avec leur enfant de manière régulière, on est à peut-être un parent sur 6 ou un parent sur 7. C'est déjà bien, tant mieux. Ça devrait être beaucoup plus. On devrait tous passer du temps à jouer à des jeux vidéo avec des enfants. Sinon, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Si on n'est pas soi-même joueur, on ne va pas comprendre ce qui va se passer dans la tête de l'enfant. Et si on veut bien l'accompagner, ça passe aussi par des temps, avec la complexité qu'évoquait Jennifer, c'est qu'il y a d'autres temps à gérer. Alors, Anne, vous avez écrit un livre qui s'appelle Débrancher. Je me souviens plus exactement du Oui, titre, mais il y a Débrancher dedans. vos Je l'ai bien enfants. lu, Débrancher. Oui, vous l'avez retenu. Et donc, c'est ce que vous proposez. Il faut débrancher. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, je pense qu'il faut créer des moments en dehors des différents mondes numériques pour se retrouver, pour échanger. Olivier disait très justement qu'il y a peu de dialogue entre les parents et les enfants, notamment sur ce qu'ils font, sur leurs jeux, etc. Et c'est souvent parce que finalement, les parents et les enfants ont peu de temps ensemble pour dialoguer. Donc je trouve que c'est important justement de pouvoir créer des temps propices à la discussion. Alors moi, je voudrais quand même dire quelque chose qui me paraît important, c'est que ici, on a des parents, mais vous le disiez très justement tout à l'heure, il y a aussi des enfants. Et moi, ce que j'ai observé quand même depuis tout à l'heure, c'est que les enfants ici présents sont très sages, ils n'ont pas bougé de leur siège et ils ne sont pas sur le téléphone des parents ou sur une tablette. Donc moi, je tiens à vous féliciter. En tout cas, j'en vois 4 ou 5. Donc bravo d'être là et d'être aussi attentif, alors que c'est un sujet qui s'adresse effectivement sans doute plus aux adultes. Alors, quelques rapides, parce qu'il nous reste peu de temps, j'aurais souhaité donner la parole à la salle après. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, donner quelques bons conseils? Olivier en a déjà donné beaucoup sur la bienveillance. Je vais effectivement, si vous pouvez compléter. Voilà. Pour moi, il faut être clair, positif et cohérent. Donc clair, c'est-à-dire définir ce que vous, en tant que parent, vous attendez de vos enfants. Qu'est-ce que vous autorisez, qu'est-ce que vous n'autorisez pas, quand, etc. Donc soyez très clair là-dessus. Plus vous serez clair, plus vous l'exprimerez de façon simple, et mieux vos enfants comprendront ce qu'ils peuvent faire et pas faire. Donc ça va aider déjà à bien comprendre et à, quand même, comme je disais tout à l'heure, peut-être créer des temps où il ne se passe rien sur les tablettes ou autres, créer des moments où ils peuvent y aller, mais voilà, les enfants, tout le monde sait ce que les parents attendent. Ensuite, être positif. C'est justement, c'est dédiaboliser tout ça, c'est remarquer quand les enfants ont un usage qui nous convient,
Donc, par exemple, de dire, j'ai vu que tu avais posé ton téléphone quand j'ai dit de venir à table, j'ai pas eu besoin de t'en parler, je t'ai appelé, tu es venu assez rapidement alors que bon, j'ai bien vu que tu étais contrarié de terminer ton jeu, etc. Donc, vous voyez, essayez d'être positif par rapport à ça pour justement que pour que les interactions avec les enfants restent dans le dialogue, dans l'échange, et qu'il y ait moins de tension à ce moment-là. Et ensuite, être cohérent, alors, c'est peut-être le plus dur, on l'a évoqué avec le fait d'être exemplaire en tant que parent. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile non plus parce qu'on a des contraintes professionnelles ou autres. Mais en tout cas, c'est essayer dans la durée, de demander toujours à peu près la même chose. Alors, c'est vrai que parfois, on est tenté, on dit un jour, allez, on laisse faire ce qu'ils veulent, puis le lendemain matin, il y a telle ou telle chose, et puis on va donner des règles, on va dire, ah non, mais là, arrête tout de suite, etc. On aimerait pouvoir faire ça. Le problème, c'est que les enfants ne savent pas à quoi s'attendre. Eux, ils s'attendaient à ce que le lendemain soit pareil que la veille. Ils sont déçus, ils vous le font savoir, ils râlent, etc. Et c'est là où s'entraînent en fait des situations un petit peu difficiles à gérer en famille. Donc voilà, essayez en tout cas, dans la mesure du possible, d'être cohérent pour faciliter les choses. Voilà, ce n'est pas un besoin absolu, c'est juste parce que ça rend la vie plus simple. Moi, je rajouterais quelque chose aussi à titre personnel. Il y a une injonction qui est souvent faite aux enfants. D'ailleurs, c'est aussi moi qui suis un spécialiste du numérique éducatif, je la ressens aussi profondément, cette injonction à être responsable de ce qu'ils font. Cette injonction de la responsabilité, qui va d'ailleurs avec celle de l'autonomie. Vous devenez autonome et puis vous devenez forcément responsable. Or, la responsabilité, c'est quelque chose qui s'apprend. Et très souvent, la responsabilité, elle s'apprend peu à peu, et elle ne peut pas s'apprendre si les parents eux-mêmes sont totalement irresponsables. Vous voyez ce que je veux dire? On a plein d'exemples, nous sommes assez présents sur les milieux numériques, sur les mondes numériques, pour voir qu'il y a des parents irresponsables, il y en a un paquet, ils sont très nombreux. Jennifer. Juste un conseil pour ça. Allez. C'est vrai qu'on ne peut pas, ce qui est important par rapport à justement l'exemple qu'on donne, c'est pas forcément de s'appliquer exactement les mêmes choses qu'aux enfants, parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes qu'eux. Comme disait Jennifer, on a notre boulot, on a des trucs administratifs à faire, etc. Mais c'est de temps en temps montrer que nous aussi, on s'impose des choses. Donc ça peut être effectivement de ne pas répondre au téléphone, de le poser régulièrement pour pouvoir se libérer et discuter. Et j'ai fait une expérience, enfin c'est pas une expérience, c'est arrivé comme ça, j'étais avec ma fille, je discutais avec elle, et à un moment mon téléphone se met à sonner, et là ma fille elle me dit maman t'y vas pas? Je dis non, on est en train de discuter là, moi je suis bien avec toi, je vais pas répondre au téléphone, ça attendra. Et ça lui a fait tellement plaisir, j'ai vu le grand sourire et les petits yeux qui pétillaient. Jennifer, tu as quelque chose à ajouter, puis on donne la parole à la salle ensuite. Oui, en fait, quand... et ça, je pense que c'est dès tout petit, on peut apprendre ça aux enfants. Quand je vais chercher des éléments sur Internet, quand je suis en fait en forme de consommateur d'éléments, j'insiste sur ces 3 questions, c'est qui me parle, pourquoi et comment. Et de la même manière, ces 3 questions ressortent aussi quand je vais, moi, produire du contenu que je vais donner à disposition, à qui je m'adresse, pourquoi et comment. Et ça joue aussi sur la vie du parent. Quand j'envoie des photos de mon enfant à la maternité, c'est les photos à partir du moment où je les envoie, elles vont circuler dans la famille et on ne maîtrise plus ce que va devenir la photo. De la même manière, prendre des photos de ses enfants et les mettre sur les réseaux sociaux, c'est une responsabilité de parent de maintenant, à qui est-ce que je suis en train de m'adresser, pourquoi et comment. Et qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que vous avez, vous, parents, et même pourquoi pas les enfants, des questions à poser aux brillants intervenants que vous avez en face de vous? Un petit conseil que vous auriez envie de recevoir ou d'une petite difficulté que vous auriez envie de partager? Ah, je vous laisse ce micro-là. Donc, j'entends bien Je vous laisse ce micro-là. la responsabilité des parents de choisir ce que les enfants peuvent voir ou ne pas voir. Ça me semble assez facile quand ils sont petits, nettement moins quand ils sont plus grands. À partir du moment où ils disposent de leur téléphone et d'un accès à Internet dans la maison, du coup, en effet, réfléchir à ces questions, où ils vont, ce qu'ils font, en parler avec eux, mais après, c'est aussi là qu'ils font leur propre découverte, là où ça devient riche, où c'est eux qui nous racontent ce qu'ils ont vu, donc avec tous les problèmes qu'il peut y avoir, puisque effectivement, là, on peut pas filtrer. Moi, je sais pas filtrer. Mais la question du sens, sur le sens de ce que je fais et
comment je le fais sur Internet, je pense que c'est une question qui peut se mettre en place à n'importe quel moment de la vie de l'enfant tant qu'on est en contact avec eux. Ouais, exactement, de l'échange et je pense qu'il faut aussi, peut-être qu'il y a la possibilité de déplacer le problème, entre guillemets, c'est ne pas affronter le truc nous-mêmes, mais se dire « Ah oui, alors j'ai entendu parler d'une histoire » et montrer un peu une histoire parallèle qui est très semblable à la nôtre, en disant « Alors, ouais, tu vois, ça s'est passé comme ça. » Alors, oui, on peut le faire à tout âge, mais je pense que si on crée ces habitudes, justement, d'échanger sur ce qu'ils ont vu, de leur ressenti, même si quand ils sont petits, on va accompagner, donc on le sait ce qu'ils ont vu, le fait qu'ils puissent aussi prendre l'habitude de mettre des mots sur ce qu'ils ont vu, sur leurs émotions, ça crée une espèce d'habitude, une confiance entre parents et enfants. Ça ne veut pas dire qu'en grandissant, ça ne va pas être plus difficile de la maintenir, mais ce sera sans doute plus simple. Mais évidemment, quand on disait tout à l'heure, il faut choisir avec eux ce qu'ils peuvent regarder, ce qu'ils peuvent faire, il y a un moment, ça devient difficile, et il faut aussi leur faire confiance, et ça fait partie du processus d'autonomie, et ça fait partie des rites adolescents, et c'est totalement normal. En revanche, il faut qu'ils aient la certitude que s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui se passe mal, qu'ils puissent aussi avoir une écoute auprès des parents, et qu'ils ne se disent pas, mon Dieu, si je parle de ça à mes parents, ça va partir en vrille, et tu vois, je te l'avais dit, et je te coupe Internet, et c'est fini, et tout ça, parce que ça, c'est sûr qu'ils ne vont pas venir vous en parler. Alors, avec un peu de chance, ils en parleront à d'autres adultes, mais souvent, ils n'en parleront pas, et là, l'effet pourrait être problématique. Donc, c'est bien créer ce espèce de cadre qui, avec le temps, va évoluer, qui ne va pas se passer de la même manière en fonction de l'âge, mais qui sera nécessaire. On pourra renégocier les contours, éventuellement. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un complément peut-être par rapport à la question qu'on a posée ou quelqu'un veut poser une autre question? Allez-y, je vous en prie. Prenez la parole. Là, vous avez la chance de l'avoir, imaginez. Usez de votre liberté d'expression. Ah voilà, j'étais sûr qu'il y avait des questions. Quelles sont les pratiques à mettre en place justement pour réduire les tensions, notamment quand ils sont sur la tablette en train de regarder quelque chose et c'est l'heure d'aller prendre la douche? Je sens que la question est pour moi. Alors, moi, quand j'accompagne les parents, et ce qui marche vraiment très bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, être clair sur ce que vous attendez. Donc, par exemple, le fait que l'enfant, il peut regarder sa tablette avant le bain, mais qu'au moment où vous allez dire c'est l'heure du bain, qu'il doit arrêter et aller prendre son bain. Et pour ça, en fait, moi, ce que je propose, c'est de préparer l'enfant à ce qui va se passer, mais pas au moment où il doit le faire. C'est-à-dire, c'est pas au moment où je vais lui donner la tablette, je vais ah ben tiens, en fait, tu te souviens, hein, quand il y a le bain tout à l'heure, l'enfant, il va tout de suite dire oui, parce que de toute façon, il veut sa tablette, donc on peut lui faire dire ce qu'on veut, il dira toujours d'accord. Donc, on va le préparer plus en amont, en disant, par exemple, je sais pas, le week-end pour la semaine, en disant, tu sais, en semaine, tu peux regarder la tablette. Par contre, à un moment, je vais dire, c'est l'heure du bain. Qu'est-ce qu'il faudra que tu fasses? Et là, il faut que l'enfant vous le dise. Et en vous le disant, l'enfant, il va se projeter, il va s'imaginer, et ça rendra la chose plus facile. Alors, cette préparation, on va le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, hein, ça dépend. C'est pas juste le faire 1 fois et ça va marcher. Mais en préparant comme ça, avec quelques questions bien posées, l'enfant, il a en tête nos attentes, et donc ce sera plus facile pour lui de le faire. Et c'est vrai que comme ça, j'ai plein d'exemples où effectivement, il y a une différence énorme entre si on prépare et si on ne prépare pas. Si on ne prépare pas, l'enfant, il n'a pas en tête ce qu'on veut. Si on le prépare, du coup, il sait. Donc, c'est beaucoup plus facile. J'avais par exemple des parents qui me racontaient que tous les matins, leur fils les réveillait super tôt parce qu'il voulait regarder Peppa Pig. Et plus ça allait, plus il se réveillait tôt pour regarder son Peppa Pig. Forcément, les parents, ils en ont eu marre parce qu'ils ne voulaient pas être réveillés avant le réveil. Donc, ils ont supprimé Peppa Pig. Jusque-là, tout va bien. Il avait 3 ans, c'était facile. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le petit? Tous les matins, il réclamait Peppa Pig. Alors que les parents disaient, non, mais tu sais bien, il n'y a pas là. Et il réclamait. Et donc, je leur ai dit, utilisez... Hein, c'était pas en replay? Oui, ouais, il était là. Et donc, je leur ai dit, utilisez cette technique. Et donc, dans l'après-midi, pas le matin, hein, mais à d'autres moments de la journée, les parents ont préparé l'enfant en disant, souviens-toi, est-ce que tu pourras regarder Peppa Pig le matin? Ah non, je ne peux pas. À quel moment tu pourras le regarder? Après l'école. Voilà. Et à partir de là, ils ont fait genre 2 fois, à partir de là, il n'a plus jamais demandé son Peppa Pig le matin.
Voilà. Donc c'est pour montrer qu'en fait, en changeant de façon de faire, donc nos façons de faire, nous, de parents, on peut changer les comportements d'enfants. Et c'est ça, en fait, qui est important de retenir, c'est que les enfants, on va avoir du mal à changer par eux-mêmes. Par contre, si nous, on amène du changement, ben, eux vont être plus à même de nous suivre. J'ai une question, comme on a des enfants dans la salle. Je voudrais que vous nous disiez ce que vous pensez de tout ce qu'on a dit. Moi, je donne le micro aux enfants s'il faut. Ah oui, en plus. Tiens, prends-le. Prenez-le. Vous ne voulez pas? Ils ne le veulent pas. Je ne vais pas les forcer non plus. Hein? Non, déjà, ils sont super sages. Ah bon. On va donc s'arrêter. S'il y a encore d'autres questions, sinon on va s'arrêter. On vous remercie tous de votre présence. On vous remercie tous les trois aussi de votre active contribution. Et puis bonne journée à tous. Voilà. Merci. Michel, juste, je vous ai amené des petits souvenirs. Donc c'est le site Mon Enfant et les écrans et un autre site qui concerne les jeux vidéo qui s'appelle pédagogieux.fr, qu'on anime également, qui s'adresse aux parents et aux éducateurs au sens large, avec tout un ensemble de conseils de meilleure compréhension. Vous trouverez beaucoup de choses. Donc c'est juste un rappel vers le site sous format petite carte. Voilà, donc je vous invite à les prendre, c'est pour vous. Ah, d'accord.